sur Radio J. Dorian Dreuil, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. En plus d'être politologue, vous êtes expert à la Fondation Jean Jaurès et puis vous vous occupez d'une autre ONG. On a parlé d'Action contre la faim, on va parler aussi d'à voter, lutter contre l'abstention notamment des jeunes. Cette semaine, on a assisté aux entretiens de Saint-Denis. Ils vont marquer l'histoire, dit le porte-parole du gouvernement. Comment vous, le politologue, vous jugez cette initiative d'ampleur du président de la République, réunir tous les partis représentés au Parlement ? On ne sait pas si on est entre la longue nuit de Game of Thrones, si on est un peu dans Baron Noir, un peu dans House of Cards. Ça ressemble à un sommet européen interminable. Ça ressemble exactement, ça fait penser au sommet européen où on sort au milieu de la nuit, on ne sait pas ce qui s'est dit à l'intérieur et tout le monde a une version différente. En soi, ce rendez-vous, il est intéressant comme nouvel espace politique de dialogue. C'est inédit, oui. C'est bien qu'il y ait du dialogue entre les forces politiques, c'est bien que le président de la République, qui est garant des institutions et de la vie démocratique, réunisse comme ça différentes forces politiques. Après, il faut mesurer quelques ardeurs dans le sens où il n'y a rien de révolutionnaire en termes de vie démocratique et en termes de nouvel espace démocratique. C'est un nouvel espace politique, mais ça n'en fait pas un nouvel espace démocratique. C'est aussi peut-être parce que le Parlement a tourné au tohu-bohu depuis plus d'un an et le fait qu'il n'y ait pas de majorité. Oui, et qu'on voit la difficulté pour le président de trouver des coalitions ou de trouver des compromis texte par texte. Dans la configuration qu'on a de cette Assemblée nationale-là, on a une configuration qui doit faciliter les coalitions, où en majorité relative, le parti présidentiel doit pouvoir élargir un peu ses bords et trouver des accords de gouvernement. C'est ce qu'on voit dans toutes les démocraties similaires autour de nous et les autres arrivent très bien à y faire. On voit bien qu'en France, l'art du compromis, il est plus difficile, plus compliqué. D'où cet espace de dialogue pour voir avec qui finalement il va pouvoir travailler ou pas sur certains textes de loi ou pas. Maintenant, la difficulté, je trouve, de cet espace, c'est que on ne sait pas ce qui s'est dit. Alors, ça facilite la liberté des échanges entre les participants, mais tout le monde a un compte-rendu différent et on égrène comme ça des trucs depuis hier. Alors, François Bayrou parle de conférences démocratiques à venir sur les institutions, d'autres parlent de conférences sociales sur les salaires, avec les syndicats. Ouais. On n'a pas de compte-rendu, on ne sait pas quel est le lien à la réflexion, on ne sait pas ce qui va en sortir ou ce qui va en produire. Et ça, c'est quand même une difficulté à l'heure où, en démocratie, la transparence des débats est quand même importante pour la vie démocratique. On attendait un chantier de référendum, on attendait des sujets de référendum qui pouvaient en sortir. De ce côté-là, c'est aussi un petit peu flou ou décevant. On a un problème en France avec le processus référendaire depuis 2005 et le référendum perdu sur l'Europe. Oui, il y a quelque chose de traumatique dans la relation entre le politique français et le référendum. On se souvient de Gaulle, on se souvient encore plus de 2005, qui a été le dernier d'ailleurs, et qui a comme ça quelque chose de traumatisant dans la société comme un vice démocratique à cette époque. Donc il y a une relation compliquée avec le référendum, d'où ce qu'avait proposé Olivier Véran, le préférendum. Alors, c'est quoi pour vous un préférendum ? C'est un gadget ou une solution d'avenir ? Non, le préférendum, ça aurait pu être, et ça pourrait être d'ailleurs encore, une innovation démocratique assez forte. C'est justement sortir de l'écueil du référendum, qui est que généralement, on répond à celui qui pose la question et pas forcément à la question qu'on pose. Et donc, dans le préférendum, l'idée, c'est pas de trouver des réponses binaires, oui ou non, sur des sujets complexes, mais de trouver de la préférence. Et pour trouver de la préférence, il faut pouvoir laisser s'exprimer de la nuance dans le corps électoral ou dans l'opinion. Et généralement, pour ça, on propose d'utiliser le jugement majoritaire, qui a été beaucoup popularisé par une association qui s'appelle Mieux voter, et qui permet non pas de répondre oui ou non, mais de répondre par différentes entrées entre bien, très bien, insuffisant, à rejeter, et donc de laisser s'exprimer une nuance dans l'opinion. Et est-ce que l'on pourrait aller encore plus loin, c'est-à-dire demander aux gens de faire une sorte d'ordre de préférence sur une série de possibilités de réforme, et en fonction du taux d'adhésion, choisir celle qui fait le plus consensus? Pour que ça soit le cas, puisque ça n'aurait pas de valeur juridique comme ce n'est pas dans la Constitution, il faudrait qu'il y ait une adhésion massive, il faudrait qu'il y ait une participation électorale très forte. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait un enjeu politique et donc un lien à la décision qui soit clarifié en amont, même si celui qui posera la question de ce préférendum ou référendum ne sera pas lié institutionnellement à la réponse. Mais le préférendum, c'est pas une succession de petits référendums. C'est pas une succession de réponses par oui ou par non ou un QCM. C'est pas un QCM. C'est vraiment une réponse à une question à réponse multiple, mais de préférence. Donc de pouvoir donner un avis entre très bien et pas bien, grosso modo. Ce qui avait été utilisé, par exemple, pendant la primaire populaire. Tout à fait. Mais ce qui a abouti à un résultat qui, pour les gens, était difficile à lire, confus et contesté. Oui, alors ce qui a été contesté, c'est peut-être le changement
de candidats sur la fin du processus. Mais en soi, le vote, il s'est bien passé et les gens ont plutôt apprécié, même si ça a été un peu moqué, mais comme toute innovation démocratique, ça met du temps à trouver son habitude. Mais ça pourrait être intéressant sur certains sujets d'une complexité très forte. On peut penser au sujet de l'immigration ou au sujet des institutions, justement. Plutôt que de dire c'est à prendre ou à rejeter en bloc, on peut trouver par entrée et par différentes propositions très précises des nuances de ce qui pourrait être accepté ou pas. On parle du service national universel comme sujet possible de référendum. C'est un sujet qui mobiliserait la jeunesse. Elle est directement concernée. C'est difficile parce que c'est difficile d'y voir un véritable intérêt politique à soumettre ce sujet-là par référendum. Parce que on sait que les jeunes votent moins, que dans le corps électoral et notamment du président de la République, c'est plutôt des tranches d'âge âgées, voire retraités. Donc on aurait, à l'heure où on a près de 80% des jeunes qui s'abstiennent dans les urnes, on aurait une décision sur la jeunesse qui serait prise sans les jeunes. Et avec encore un flou sur le service national universel. On ne sait pas s'il va être obligatoire, on ne sait pas s'il va être mis à échelle. Il y a encore de la maïeutique dessus. Donc, est-ce que c'est un sujet de référendum intéressant parmi tous les sujets brûlants qui existent aujourd'hui dans la société? Je suis pas sûr. À suivre. L'article 11 de la Constitution, celui qui régit le référendum, le président a évoqué sa réforme pour l'élargir un petit peu. Il dit aujourd'hui qu'on doit se limiter à l'organisation des pouvoirs publics et aux réformes politiques, économiques, sociales, environnementales. Ce serait un vrai outil de l'élargir à tous les sujets? Oui, ça serait un outil d'élargir à tous les sujets et ça serait aussi un outil intéressant d'élargir qui peut lancer un référendum. On sait qu'on a aujourd'hui des référendums d'initiative partagée qui peuvent être lancés par un certain nombre de parlementaires. C'est très contraint. On pourrait aussi imaginer élargir la saisine aux citoyens directement. C'est ce qui était un peu demandé au sortir du mouvement des Gilets jaunes et du grand débat national avec le fameux RIC, référendum d'initiative citoyenne. Et c'est le sens de l'histoire d'élargir la possibilité de saisine de la voie référendaire. On l'a vu avec la dernière réforme constitutionnelle qui permet le référendum d'initiative partagée. On doit aller vers une démocratie qui permet de plus en plus aux citoyens de lancer la voie référendaire, à trouver le bon équilibre dans les seuils et les procédures, mais c'est un outil démocratique qui doit se démocratiser. 10% du corps électoral, donc 4,7 millions de signatures nécessaires, c'est beaucoup trop? C'est beaucoup, mais si le référendum d'initiative populaire avait pu aller au bout, enfin d'initiative partagée aurait pu aller au bout dans le cadre de la réforme des retraites, ça aurait été intéressant justement de voir crash test, si ça mobilise, quand on voit le nombre de personnes qui ont participé aux différentes manifestations ou le cumulé des salariés, par exemple, dans les syndicats. Un an après l'adoption de cette loi, donc dans quelques mois, on pourra peut-être retenter de faire un référendum de ce type sur les retraites. Oui, parce que la particularité, il y a deux conditions à réunir pour un référendum d'initiative partagée, c'est que ça ne peut pas être révocatoire sur une loi qui a été adoptée il y a moins d'un an, et donc on pourra avoir, mais ça sera une photographie différente parce qu'on est quelques mois après la fin de la mobilisation, on est au jour de l'entrée en vigueur de la réforme aujourd'hui, donc il y a quand même une démobilisation assez forte. Alors on commande beaucoup aujourd'hui une phrase du président pendant ce séminaire de Saint-Denis. Funeste connerie, aurait-il dit, à propos de l'interdiction faite à un président de se représenter après 2 mandats, adopté en 2008. Bon, certains se disent c'était une boutade, d'autres disent non, il veut rester au pouvoir, il veut faire un putsch. Sur le fond, est-ce qu'on a privé les Français d'un droit démocratique en leur disant « Ah, vous ne pourrez pas garder un président plus de 10 ans » ? Non, pas dans le sens... Alors, c'est un débat qui existe chez les constitutionnels ou autres de dire que ce sont des limitations qui limitent la souveraineté populaire en démocratie. En revanche, 10 ans et 2 mandats consécutifs, c'est à peu près les durées assez habituelles qu'on observe dans les grandes démocraties. C'est 8 ans maximum aux États-Unis. C'est 8 ans maximum. C'est une durée de pouvoir qui est de par nature considérée comme plutôt acceptable. C'est bien d'une certaine manière que le pouvoir soit encadré et soit limité. Il y a même un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, pour ne pas le citer, qui disait que c'était important de limiter le pouvoir. Mais ce que ça dit, c'est que on a un enjeu institutionnel. Il y a un enjeu de renouveau démocratique parce qu'on a un fonctionnement d'institutions aujourd'hui qui ne fonctionne pas justement dans l'opinion. Plus de 6 Français sur 10 considèrent que la démocratie fonctionne mal et qu'on a des institutions qui sont en décalage avec les nouvelles aspirations démocratiques de la société qui se portent pas forcément de savoir si un député peut aussi être maire, peut aussi cumuler 3 ou 4 mandats ou si un président de la République peut rester 20 ans au pouvoir. Donc il y a un vrai débat qu'il faut avoir sur
le renouveau démocratique et la réforme des institutions, mais on peut l'avoir de 1000 autres manières que de revenir sur ce qui a déjà été fait. Nous sommes dans une année électorale, les sénatoriales de septembre concernent peu de monde, mais les européennes, est-ce que pour À Voter, par exemple, votre association, ça va être l'occasion d'amener les jeunes au vote, ou est-ce que vous craignez une abstention terrible ? Alors, c'est effectivement le 9 juin un rendez-vous électoral important, puisque ça va être une élection avec un contexte politique et géopolitique où il y aura des enjeux très forts. Il y a un message que À Voter, on va marteler d'ici là, qui est très important, c'est la question de l'inscription sur les listes électorales. Vous avez aujourd'hui plus de 7,8 millions de personnes qui sont considérées comme mal inscrits. Parce qu'elles ont déménagé. Parce qu'ils ont déménagé et que quand vous déménagez, tout est à peu près automatique, vos impôts, votre taxe d'habitation ou autre, sauf votre accès au bureau de vote. Et donc, on a, et c'est un bug démocratique isolé en Europe, hein, il n'y a que 2 pays dans le monde chez qui ça arrive, on a comme ça près de 8% du corps électoral qui va être pas empêché, mais qui aura des difficultés à se rendre aux urnes, et qui fait donc peser un coût du vote beaucoup plus fort et beaucoup plus important que pour n'importe quel citoyen. Et ça concerne les jeunes principalement, puisqu'on sait qu'on a un jeune sur 2 entre 25 et 29 ans qui est considéré comme mal inscrit. Et là-dessus, plutôt que de parler de durée de mandat ou de savoir si on peut rester 30 ans président de la République, il y a un enjeu très concret. On pourrait décaler la date limite d'inscription sur les listes électorales pour être plus proche du scrutin. On pourrait le rendre beaucoup plus automatique pour permettre à ces 8 millions de personnes d'être véritablement inscrits dans le corps électoral et participer au vote. Un mot pour finir sur la gauche. La rentrée les a montrés divisés. La Baïa, l'affaire Médine. Elle est en mauvais état, la NUPES ? Elle a une rentrée politique un peu façon Stranger Things, la série que vous connaissez sûrement, où tout va bien, tout est beau, et puis d'un coup on passe dans le monde à l'envers et chacun devient prisonnier de ses propres démons. Mais il faut lui reconnaître quelque chose, je trouve, en cette rentrée politique particulière, qui est d'avoir réussi à maintenir des rendez-vous importants qui sont les universités d'été, que tous les partis ne font pas aujourd'hui encore, et qui sont des moments importants de socialisation politique, de formation militante, de joie militante, et qui sont importants pour les partis politiques. Dorian Dreuil, l'ONG À Voter. Merci, bonne journée. Merci. Et on retiendra que dans ce traumatisme de la voie référendaire, élargir la saisine aux citoyens, une phrase qui évoquera peut-être quelque chose à Christophe Barbier, lui qui aime tant le théâtre. Élitisme référendaire pour tous. Merci Christophe Barbier, bon week-end. Radio J, retrouvez le Barbier du matin